Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est plus que jamais d'actualité et nous ferons le débat dans un instant avec Apol Emerico Adjovi et les journalistes au quotidien Le Matinal. Les membres de l'association des donneurs de sang du centre hospitalier Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou se sont réunis ce samedi 21 octobre dans l'enceinte du dit centre hospitalier pour informer sur la nutrition conforme aux donneurs de sang. Le gouvernement du Bénin obtient du Brésil un prêt de 100 milliards de francs CFA destiné au financement de plusieurs axes routiers sur le territoire national. Des précisions dans ce journal. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Adopté en Conseil des ministres le 21 juin 2017, le RAVIP est un recensement de la population à partir d'informations nominatives, personnelles et biométriques. Pour le gouvernement Talon, le RAVIP permettra au Bénin de disposer d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble de tous les citoyens. Sa réalisation est confiée à l'opérateur français Safran, contesté dans la rue par certaines organisations de la société civile et autres partis politiques d'opposition. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP entre dans sa phase opérationnelle le 1er novembre prochain et se déroulera sur 6 mois. À cet effet, comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, je reçois pour vous Apol Emerico Adjovi. Il est journaliste au quotidien Le Matinal. Apol, bonsoir. Oui, bonsoir Cadet. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, le RAVIP défraie la chronique depuis un moment et fait objet de polémiques et de controverses. Alors, quelles sont vos impressions ou votre avis à cet effet? Je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire que je tiens à faire souligner un point que vous avez dit, comme quoi le RAVIP serait confié à Safran. Non, le RAVIP n'est pas confié à Safran. Le RAVIP est plutôt confié à 2 structures principales. Je vais nommer l'Agence nationale du traitement et puis le comité technique de pilotage. L'opérateur Safran n'est qu'un opérateur technologique donc, qui aide ces 2 structures, c'est-à-dire l'ANT, le comité de pilotage, à réaliser le RAVIP. En fait, c'est quoi? Pour parler de RAVIP, pour que les gens puissent bien comprendre, il faut d'abord faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas sans savoir que nos compatriotes, beaucoup sont nos compatriotes qui n'ont pas de papier et qui, du fait qu'ils n'ont pas de date de naissance ou de passeport ou de carte d'identité, donc n'ont pas droit ou n'ont pas accès à certains droits, c'est-à-dire des droits sociaux, économiques ou politiques. Et donc, par rapport à ça, un État responsable, de mon point de vue, doit pouvoir donc trouver solution à ça. Et donc, la solution que l'État a recherchée, d'abord dit les pouvoirs publics ont recherché, donc c'est donc d'aller proposer aux députés donc, le vote d'une loi. Et c'est donc la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017. Cette loi donc, est portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Et donc, dès lors que cette solution a été trouvée, il faut donc mettre en œuvre cette solution-là. Et la loi a prévu, dans cette disposition, ce qu'on appelle le recensement administratif initial à vocation de la population. Alors, ce RAVIP, à contrario du RAVEP qu'on avait connu, qui avait essentiellement pour but donc, de permettre à un certain nombre de compatriotes qui n'ont pas leur papier, donc d'avoir l'heure de naissance, donc de pouvoir donc, se faire des cartes d'identité, des passeports et autres, et le LEPI, du moins, qui avait une vocation essentiellement électorale. Donc, à contrario du RAVEC et de la LEPI, le RAVIP n'est qu'un outil de développement.
outil de développement en ce sens que l'essentiel, vous avez dit la finalité, ça je suis en train d'aborder un autre volet de la question. Oui, c'est que les finalités recherchées par les pouvoirs publics, c'est d'abord doter chaque Béninoise et chaque Béninois d'un numéro personnel d'identification, ce que la loi a appelé le NPI, numéro personnel d'identification. C'est un numéro qu'on donne désormais donc au thème de cette opération à chacun des Béninois, et ce numéro est donné à chacun des Béninois depuis sa table d'accouchement jusqu'à son tombeau. C'est-à-dire que quoi? Ce numéro qu'on vous a donné est un numéro personnel, individuel, insensible et permanent. Moi, je vais dire même vital, puisque tantôt je vous ai dit, c'est depuis votre table d'accouchement jusqu'à votre décès. Donc, dès lors, ce numéro ne sera plus donné à aucun autre Béninois. Ce numéro peut toujours être utilisé en cas où vous avez de la succession à laisser à votre descendance. Et donc, par rapport à ce niveau, on va pouvoir donc reconnaître vos descendants et le fait donc jouir de ce que vous l'avez laissé comme héritage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'implication de Safran quand même suscite polémique parce que déjà, nous avons déjà un compatriote spécialiste en la matière qui a écrit au chef de l'État, qui a relevé des imperfections au niveau de la défaillance, en ce qui concerne la défaillance de certains matériels qu'a souvent utilisé Safran et qu'il voudrait utiliser actuellement. Et la classe politique également qui s'insurge contre l'implication de Safran compte tenu de son passé. Moi, je pense plutôt que les structures techniques dont je vais parler tantôt, l'ANT, l'Agence nationale de traitement et puis le comité de pilotage, doivent pouvoir prendre en compte les appréhensions de nos compatriotes et pouvoir donc mieux faire. Je vous ai dit tantôt, ce n'est pas Safran qui réalise l'opérateur opérationnel, si je peux ainsi l'appeler, le RAVIP. C'est l'ANT et le comité de pilotage. Safran n'est qu'un opérateur technologique qui donc conseille. Et si la technologie est défaillante? Qui conseille donc à ces deux structures, voici ce qu'il vous faut comme outil avec lesquels vous allez travailler. Et Safran a une réputation internationale, a toujours fait ailleurs. Alors, je dis quoi? Il faudrait que nos compatriotes, peut-être, je n'en sais rien, ils ont raison que Safran est de réputation douteuse. Moi, je n'en sais rien. Mais je dis, le fait que l'État a fait appel à un opérateur aussi de grande expérience, il revient donc aux Béninois, notamment à la société civile, pourquoi pas même les syndicats, puisqu'ils font partie de la société civile, donc de maintenir la veille. Maintenir la veille et surveiller chaque pas que Safran va poser aux côtés de l'ANT et du comité de pilotage. Pour qu'à chaque fois qu'il constate qu'il y a une défaillance, puis qu'il puisse dénoncer et que Safran, ou j'allais dire l'ANT et le comité de pilotage puissent se corriger. Alors, pour finir très rapidement, croyez-vous à une effectivité de la réalisation de RAVIP? Parce que l'initiative, elle est quand même porteuse d'avenir de développement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que l'accomplissement serait réel? Est-ce qu'il n'y aura pas de défaillance, comme les gens le prédisent déjà au niveau de l'accomplissement? Parce que vous avez dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est vrai qu'il y a deux structures qui sont au cœur de l'action, mais c'est le matériel de Safran qui sera utilisé. Alors, si ce matériel est défaillant, est-ce qu'on pourra arriver à le matériel de Safran, je l'espère, ne sera pas défaillant, parce que Safran a une réputation internationale. Et je vous dis, le RAVIP sera une réalité, d'autant que non seulement ça va permettre à notre État de disposer d'un registre national de la population, de la même manière, la réalisation du RAVIP permettra à nos conseils communaux d'avoir désormais des registres communaux. Si bien que chaque fois que la population ou les populations d'une commune vont vers cette commune pour bénéficier des papiers administratifs, ils pourront l'avoir sans problème, d'autant qu'il leur suffit simplement de donner leur numéro personnel d'identification et ils vont pouvoir donc avoir tous les dates sans problème et pouvoir donc bénéficier, avoir accès à tous les droits économiques, sociaux et politiques. Je ne vais pas vous laisser sans occulter, sans ne pas aborder cette question, savoir, l'autre polémique également qui enflamme autour du RAVIP, c'est de savoir que le RAVIP serait utilisé à des finalités électorales. C'est vrai que les gouvernants disent que ce n'est pas à finalité électorale, mais la polémique règne toujours. Ce qui est primordial aujourd'hui, la loi a prévu qu'on réalise le RAVIP. Et la loi a dit qu'on réalise le RAVIP pour donc avoir un registre national et donc performer également notre état civil. Alors, si en son temps, puisque c'est quoi, les opérations précédentes, je veux dire avec et l'EPI, vont servir donc de soubassement quand on a la réalisation de RAVIP. C'est-à-dire que quoi, aujourd'hui, si vous avez été déjà recensé par la LEPI, il suffit que vous allez à votre arrondissement où vous avez été recensé et vous donnez votre nom, on tape. Et si les points que le RAVIP a prévus, qu'on doit avoir donc les données personnelles sur vous, si tout n'est pas au point, vous complétez vous complétez les informations pour qu'on puisse bien vous identifier. Et ainsi, désormais, vous n'avez plus besoin, donc, parce que c'est quoi, au thème du RAVIP, chaque Béninois va bénéficier donc d'une carte
nationale d'identité électronique. Et avec cette carte-là, vous pouvez donc avoir accès à tous les droits, à tous les services de l'État. Ok, d'accord. Merci beaucoup à Paul Emerico Adjovi. Je rappelle que vous avez intervenu sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population. À Paul Emerico Adjovi, il est journaliste au quotidien Le Matinal. Vous restez avec moi. Cette édition se poursuit. Jean-Eudes Okundé, député à l'Assemblée nationale, reste et demeure un soutien indéfectible au président Patrice Athanase Guillaume Talon et aux actions de son gouvernement. Au cours du premier Conseil national des Forces unies pour la démocratie et le progrès FUDP, tenu le 21 octobre dernier à Dassa-Zoumé, il a réaffirmé son départ définitif de l'Alliance Force-Cori.Bénin émergent FCBE et martèle sa détermination à œuvrer aux côtés du président Patrice Talon pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Ce premier conseil national qui a eu pour thème la réforme du système partisan face aux défis du développement a reçu à l'occasion le soutien de nombreuses personnalités politiques, dont François Adebayo Abiola du mouvement Espoir du Bénin, les députés Adam Bagoudou et Barthélémy Kassa du parti Far-Alafia, le président de la coalition Bénin en route Jean-Baptiste Hunguet et les députés Benoît Degla, les honorables Paulin Benou du PRD, Valère Tchobor du CPP, Nader Sado du MDA et Parfait Douane de l'UN ont aussi marqué de leur présence à ce conseil national du FUDP. Le gouvernement béninois a obtenu, grâce à son étroite coopération avec le Brésil, une enveloppe financière de 100 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite conjointement par Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et son homologue du Brésil, Aloisio Nunes Ferraí Filo. La somme est destinée à financer la réalisation de plusieurs infrastructures routières sur le territoire national. Ce prêt du Brésil au Bénin s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil, lors du point de presse conjoint, a formulé le souhait du président Michel Temer du Brésil d'accueillir dans les tout prochains jours son homologue béninois Patrice Talon dans le cadre d'une visite officielle d'amitié et de travail. Les membres de l'association des donneurs de sang du centre hospitalier Hubert Koutoukou-Maga se sont réunis ce samedi 21 octobre dans l'enceinte du CNHU. Le but de cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'instruire les donneurs de sang sur la nutrition adéquate pour un donneur, mais aussi et surtout profiter de l'occasion pour favoriser une bonne familiarité entre les membres de ce creuset. Reportage. Mieux se connaître, discuter à bâton rompu afin de faire pérenniser l'action de donner du sang. C'est l'objectif de cette rencontre annuelle entre les donneurs de sang du Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga. La rencontre est semestrielle qui regroupe tous les donneurs de Cotonou afin qu'ils se connaissent d'une part et interviennent, s'extériorisent, et ils sont aussi entretenus sur un thème qu'on choisit préalablement. Nous organisons ces journées-là de temps en temps pour pouvoir amener les donneurs à savoir comment prendre en charge leur santé pour bien se porter et continuer à donner. Et cela leur sert à eux-mêmes et à leur famille et à tout leur entourage. Le thème spécifique du jour est comment le donneur doit s'alimenter afin de donner un sang sain. Comment s'alimenter pour vivre mieux, pour vivre bien, et surtout comment s'alimenter à partir de nos ressources alimentaires. Le donneur, il faut qu'il soit bien nourri. Il faut que le sang qu'il donne soit sain pour sauver des vies. On ne peut pas donner un sang malsain pour sauver. C'est le contraire qui se produit. Donner du sang, c'est sauver une vie. Alors, il faut bien se nourrir afin de donner une bonne qualité de ce liquide précieux. Les campagnes électorales pour le compte des élections rectorales se poursuivent à l'université d'Abomey-Calavi. Dans l'après-midi du vendredi dernier, les enseignants et étudiants de la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash ont reçu les candidats de la liste Excellence. Il était question pour ces derniers de vulgariser leur programme qui vise à rendre moderne cet espace universitaire. On écoute Norbert Nkonou, candidat au poste de recteur, pour plus d'explications. Un tas d'actions pour favoriser l'exécution du système LMD seront mises en exécution. Parmi ces actions, d'abord, sur le plan social, il y aura une réduction drastique du train de vie du rectorat.
nous allons éduquer par l'expérience. Les véhicules des recteurs seront achetés par eux-mêmes. Ce n'est pas de la démagogie. L'université va mettre à leur disposition des véhicules, mais ils vont payer à petits coûts. Lorsque vous investissez dans votre moyen de transport, vous en prenez soin. Il n'y a que dans nos pays, à faibles moyens, à faibles ressources, que nous nous permettons certains luxes exagérés. Il faut démystifier la fonction du recteur. Les voyages de recteur ne seront plus des voyages isolés d'une seule personnalité. Ce sera des voyages en équipe avec les responsables d'entités ou leurs représentants. Pour que, lorsque le recteur, avec son homologue ou les présidents d'université, seraient en train de signer des accords cadres, les chefs d'entité aillent dans les entités, voir avec leurs homologues les actions concrètes qu'ils pourront mettre en œuvre avec eux et signer les avenants. Mes chers amis, les universités modernes fonctionnent de cette manière-là. Il faut qu'on en finisse. Vous me direz qu'il va mettre tout le budget du rectorat à cette fin. Je vous dis non. Nous ne dépenserons pas plus que nous le faisons aujourd'hui. Parce qu'il y a des institutions qui sont prêtes à aider au développement des sciences, au développement des institutions universitaires et de recherche dans nos pays. Ces institutions pourvoiront de manière très correcte à ces frais. Je dirige une institution universitaire de grande qualité. Très peu de gens, peut-être ici, le savent, où je fais converger par an 35 experts mondiaux, sans aucun frais de l'État béninois, sans aucun frais de l'institution universitaire. Aucun recteur n'y a jamais mis pied d'ailleurs. Les ministres, j'ai reçu certains ministres après qu'ils ont cessé d'être ministres. D'accord? Mais les seuls frais que je paie pour assurer ces missions-là, c'est les moyens de déplacement, mettre à la disposition de ceux-là les moyens de déplacement locaux pour les transporter de leur hôtel au lieu de travail. Les billets, les frais de mission, les frais d'hôtel sont payés par les institutions. Nous en sommes capables. Nous sommes capables d'assumer les trois missions, les trois composantes essentielles de notre mission, que sont l'enseignement, la recherche, le service à la communauté pour le développement de notre pays. Nous sommes capables d'assumer cette mission de manière digne. La reddition des comptes sera effective sous notre mandat. Chaque année, une semaine avant l'entrée en vacances, le rectorat rendra compte devant toute la communauté universitaire constituée de ces différentes composantes. Un compte rendu qui sera sanctionné. La sanction peut être félicitation. La sanction peut être blâme. Lorsque vous nous auriez sanctionné à 51% en nous blâmant, nous allons déposer le tablier. Parce que nous sommes venus pour servir et non pour nous servir. Et ceux que vous voulez servir, s'ils disent que vous les servez mal, je ne vois pas pourquoi vous devez continuer à le faire. Mais c'est un défi qu'on vous lance. Jamais, et au grand jamais, vous n'auriez cette opportunité. Parce que nous sommes sûrs que nous sommes là pour vous servir et que nous allons accomplir cette mission dans la transparence la plus totale, mais en co-gestion, en co-construction avec vous, avec toutes les parties prenantes de l'institution universitaire, pour qu'il n'y ait nulle part de frustration. Toutes les composantes de notre institution universitaire doivent vivre en harmonie et co-construire cette université moderne dont nous rêvons. 2 membres de la Caisse mutuelle de protection sociale CMPS ont été reçus au premier panel du 161e numéro des causeries de Café Média Plus tenu vendredi dernier. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, ils ont expliqué les forces et faiblesses de leur organisation. De même, les conditions d'adhésion ont été mentionnées par les 10 représentants du groupe. Il s'agit respectivement d'Edwige Chablis, chef section atlantique littorale du CMPS, et de Dominique Avigbe, chef comptable. Reportage. Comme à l'accoutumée, c'est autour des tasses de café que sont reçus les invités des causeries Café Média Plus. Et pour le 161e numéro, les invités du premier panel, membres de la Caisse de mutuelle de protection sociale CMPS, ont voulu partager avec l'assistance les forces et faiblesses de cette organisation qui, en partenariat avec des centres hospitaliers d'État, prend en charge une partie des dépenses effectuées par ceux qui y adhèrent. Ainsi, Edwige Chablis, chef section Atlantique littorale du CMPS, et Dominique Avigbe, le chef comptable, en ont donné des détails. D'abord, lorsque vous adhérez, vous avez le libre choix, selon votre revenu, de cotiser entre 2 000 francs et 50 000 par mois.
entre 2 000 et 50 000 francs par mois. Et ceci pendant 15 ans. Et dès que vous avez 60 ans d'âge, qui est l'âge de retraite au Bénin, vous bénéficiez du double de votre cotisation par mois. Si vous avez l'habitude de cotiser 50 000 par mois, à partir de 60 ans, vous aurez 100 000 francs par mois comme pension normale de retraite. Aujourd'hui, il y a déjà un acquis qui est là. L'UPMB est déjà avec nous. Et je suis sûre qu'il y a des gens ici qui sont membres de cette mutuelle-là. Ils sont mes membres, si je peux dire ça, et qu'ils ont déjà goûté aux soins pour savoir comment ça se passe. S'il y a un bon soin, s'il n'y a pas un bon soin, ils sont déjà, nous pouvons dire que c'est des éléments qui ont déjà pris goût à la chose. Donc, nous avons fait déjà notre expérience avec vous. Et aujourd'hui, l'une des forces aussi, nous devons saisir votre adhésion pour que ça soit encore plus massif. Nous devons avoir une adhésion massive des journalistes à travers l'UPNB pour pouvoir adhérer à la chose. Et ce que nous prenons encore en charge, nous prenons en charge aussi les personnes, vos bénéficiaires. Donc, ce n'est pas seulement vous que nous prenons en charge. Il y a aussi les membres de votre famille, les enfants, votre femme, tout ça. Vous êtes tous jeunes, avec ce que je vois aujourd'hui, vous êtes tous jeunes, vous êtes encore à l'âge de procréation. Donc, c'est une occasion que vous devez saisir, surtout en matière d'accouchement. L'adhésion à la caisse mutuelle de protection sociale se fait selon des règlements donnés et tout adhérent peut en faire bénéficier sa famille et ses autres proches. Cette adhésion se fait de deux manières. Soit vous êtes individuel, soit vous êtes en association. Et là, je vous parle surtout en association parce qu'au niveau de l'UPNB, vous avez déjà l'association de l'UPNB qui a même déjà adhéré. Donc aujourd'hui, si un journaliste vient de l'UPNB, il n'aura plus à payer le droit d'adhésion. Le droit d'adhésion pour l'association s'élève à 7 000 francs pour l'association. Et tous les membres peuvent venir. Mais l'UPNB a déjà payé vos 7 000 francs il y a même très longtemps. Donc aujourd'hui, vous n'aurez plus rien à payer en matière d'adhésion. Donc c'est seulement les cotisations qu'il faut payer. Les cotisations, c'est 850 francs seulement par mois et par personne. Et quand vous venez, vous faites d'abord 3 mois avant de bénéficier des prestations, avant de commencer à aller aux soins. Et qu'est-ce qu'on fournit comme pièce? Il suffit seulement de donner 2 photos d'identité avec la photocopie d'une des pièces. Ça peut être la carte d'identité. La photocopie, nous n'exigeons même pas de légaliser. La photocopie simple avec 2 photos d'identité. Si vous n'avez pas l'acte de naissance, vous avez la carte d'identité, vous pouvez amener. La fiche de naissance aussi. Et l'adhésion, ça se répercute aussi sur les enfants. Et quand je dis enfants, je mets dedans les propres enfants, les enfants placés aussi. Ou bien si vous avez des frères, des sœurs, des cousins qui sont avec vous, vous pouvez les envoyer. Il suffit que ces personnes à charge puissent avoir moins de 21 ans. Plus de 21 ans, ils auront aussi leur carnet. Parce qu'à l'âge, c'est vers l'âge majeur, la personne aussi, il faut la rendre indépendante. Donc, à cet âge, soit c'est un étudiant qui sera à l'université et vous, peut-être, vous serez à Cotonou. Donc, il faut lui faciliter aussi l'utilisation de ce carnet-là. Ils invitent massivement les hommes des médias à profiter de cette opportunité qui s'offre à eux. Il faut aussi noter que l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, couvre 50% des frais d'inscription des journalistes. Le pagne est un morceau de tissu ou de matière végétale tressée avec lequel on se couvre le corps. Il est un tissu d'une valeur de référence que portent souvent les Africains. Colorés, imprimés, brodés ou décorés de diverses manières, ces pagnes existent de différentes qualités. Un tour au marché de Dantoka et dans quelques boutiques à Cotonou et environ nous a permis d'en savoir plus sur les pagnes. Reportage. Le pagne évoque souvent l'Afrique. Vêtement traditionnel des Africains de l'Ouest, il se décline en une multitude de motifs aussi colorés que variés. Et chaque femme se l'approprie à sa manière à l'étranger ou au Bénin. Les femmes assurent principalement le commerce du pagne, ayant développé une relation d'affaires avec leurs fournisseurs. Et le prix de ces pagnes varie selon la qualité. C'est des
Vlisco, les produits du Waden de Vlisco. Et je m'approvisionne ici, à la maison Vlisco, et tantôt au marché. Il y a les super qui sont à 50 000 et les WAS de 35 à 40. À la fois souple et solide, symbole de durabilité et de réussite, les vendeuses de pain en général sont confrontées à d'énormes problèmes vu la morosité économique et les contrefaçons. Aujourd'hui, les difficultés sont énormes. Il y a la cherté de la vie et il y a aussi les contrefaçons. Les contrefaçons des produits Vlisco, les gens qui... Tout de suite, il y a les produits Vlisco qui sont... qui coulent les rues maintenant à vil prix. Et c'est les contrefaçons, ce n'est pas le vrai Vlisco. C'est pas le vrai Vlisco. Donc, ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat, ceux qui n'ont pas les moyens, préfèrent maintenant acheter ces petits tissus. Seuls les passionnés du Vlisco, comme moi, continuent d'acheter. Mais vu la cherté de la vie et tel que le temps est dur, maintenant beaucoup de gens ça ne va plus comme avant, quoi. Ça ne va plus comme avant. Le pain est un tissu d'une valeur de référence, un signe de reconnaissance sociale, un symbole reconnu et admis par tous pour les grands événements de la vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.